savoir de quoi s'agit-il par rapport à l'insuffisance veineuse chronique. En fait, pourquoi le choix de ce sujet? Le choix n'a pas été aléatoire, en effet, parce que c'est une pathologie méconnue. Elle est très fréquente par ailleurs. Elle est méconnue parce qu'elle n'est pas enseignée durant le cursus médical. Elle est voire pas du tout diagnostiquée. Et elle est aux conséquences plus ou moins graves. On va le voir par la suite. Alors, l'objectif étant de ce topo, comment reconnaître l'insuffisance veineuse chronique, comment planifier sa prise en charge, et notamment par rapport à l'apport de la diosmine micronisée dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, est-ce une maladie des temps modernes? C'est une question qui est vraiment récurrente. En fait, pas aussi moderne que ça, décrite déjà 1500 avant Jésus-Christ. Les Indiens aussi. Alors, Hippocrate en son ère avait pratiqué la première sclérose, mais la première sclérose pas avec l'injection de sclérosant, mais en fait, c'était de grosses varices qui étaient patentes, et il avait fait une ponction avec un bout de fer, lequel était dans des conditions septiques bien sûr, ça a engendré une infection, et comme vous savez en pathologie vasculaire, lorsque l'infection siège sur un vaisseau, ça entraîne une thrombose. Voilà. Et c'est en 1920 qu'est née la phlébologie moderne. Alors, on va commencer par rappeler l'anatomie, en fait, l'anatomie du réseau, le réseau veineux. Comment se fait le retour veineux? Alors, il se fait via deux réseaux, le réseau profond et le réseau superficiel. Le réseau profond, vous savez qu'il est satellite des artères. Là où il y a une artère, il y a deux veines satellites. Le réseau superficiel, il est fait notamment par la grande veine saphène et la petite veine saphène. Voilà. Comment définir maintenant l'insuffisance veineuse chronique? Alors, l'insuffisance veineuse chronique, elle est définie comme une dysfonction du système veineux. Comment? C'est par incontinence valvulaire. Alors, l'incontinence valvulaire peut toucher soit le système superficiel, soit le système profond, ou encore les deux en même temps, qu'elle soit ou non associée à un obstacle sur les réseaux veineux. Alors, il faut savoir par ailleurs, la question se pose de manière récurrente aussi, les varices. Les varices, c'est la première cause d'insuffisance veineuse chronique. Et c'est quoi des varices? C'est une dilatation qui est permanente et irréversible du réseau veineux superficiel. Et en fait, ça entraîne une stase veineuse, on va le voir par la suite, et ça peut toucher autant le réseau saphénien, ça veut dire la grande veine ou la petite veine, ou encore les tributaires, et ça donne un réseau non saphénien. Alors, voyons maintenant quelles sont les causes de cette insuffisance veineuse chronique. Alors, on avait dit que l'insuffisance veineuse chronique, pouvait toucher soit le réseau superficiel, soit le réseau profond, soit les deux en même temps. Alors, quand elle touche le réseau superficiel, elle engendre ce qu'on appelle communément des varices, soit essentielles, soit secondaires. Secondaires notamment, vous le voyez ici, à une thrombose veineuse profonde. Alors, quand l'insuffisance veineuse chronique, touche le réseau profond, ça peut être d'origine primitive, ça veut dire c'est une incontinence primitive, ou encore une agénésie, absence de valvule dans le réseau veineux, ce qui entraîne cette incontinence valvulaire. Cette insuffisance profonde peut être aussi secondaire, notamment à la phlébite, donc ce qui est appelé thrombose veineuse profonde, dans le cadre de ce qu'on appelle de syndrome post-thrombotique, soit type d'obstruction, soit type de reflux. C'est une entité carrément à part. Alors, si on avait à récapituler, c'est-à-dire l'insuffisance veineuse chronique peut être d'origine soit primitive et essentielle, soit post-thrombotique, et dans ce cas-là c'est secondaire, soit congénitale ou malformative. Alors, est-ce que c'est une pathologie fréquente? Il faut savoir répondre à vos patients. Alors, on va voir, c'est un véritable problème de santé publique dans les pays industrialisés, par ailleurs qu'elle atteint 35% de la population active. Un retraité sur deux en est atteint, et une femme sur deux en est atteinte. C'est ça le véritable enjeu de santé publique. Alors, il faut savoir que c'est une pathologie qui reste méconnue, donc du coup, même la physiologie et la physiopathologie veineuse est méconnue. C'est pour ça que j'insiste dessus. En fait, ça va nous aider à comprendre toute cette pathologie. Alors, le retour veineux, bien évidemment, est assuré via deux réseaux, le réseau superficiel et profond, et bien évidemment, le sang va couler de bas en haut, ça veut dire contre la gravité. Alors, sur le plan physiologique, il faut savoir, c'est très important, que le réseau veineux profond est le principal vecteur, ou le principal chemin pour le retour veineux. Il véhicule 90% du sang veineux, 10% seulement sont véhiculés via le réseau superficiel. Pour cela, le bon Dieu a fait qu'on soit doté de 4 mécanismes qui font qu'on lutte contre la redescente de ce sang, si vous voulez. Il y a la semelle plantaire de Lejar, la pente musculaire du mollet, la course diaphragmatique et aussi le système anti-reflux. Alors, pour le premier, la semelle
semelle plantaire de Lejar. La semelle plantaire de Lejar, c'est comme une éponge qui est engorgée de sang, notamment veineux. Quand on écrase cette semelle, le sang va monter vers le haut. Alors, bien évidemment, s'il monte vers le haut, il atteint l'étage du mollet. Il va nécessiter pour cela une bonne mobilité de l'articulation de cheville. Vous voyez, quand on écrase la semelle plantaire, le sang monte au niveau du mollet. Une fois arrivé au niveau du mollet, alors le mollet, il contient des muscles gastro-œconamiens qui sont contenus dans une aponévrose qui est inextensible. Et nous, on sait que les veines profondes qui véhiculent 90% du sang veineux sont contenues, sont satellites des artères, lesquelles artères sont contenues dans cette masse musculaire. Alors, une fois, quand on marche, ces masses musculaires, quand elles se contractent, en fait, elles vont agir, comprimer ces veines profondes et propulser le sang vers le haut. Alors, contraction des masses musculaires, ce qui entraîne en fait la chasse du sang vers l'étage du dessus. Alors maintenant, le sang, il est au niveau de la cuisse, entre guillemets. Vous savez que tout ça se passe en même temps, j'ai essayé de fractionner pour que vous ayez une bonne compréhension. Alors, la course diaphragmatique maintenant. Alors, à l'expiration, il faut savoir qu'à l'expiration, vous voyez ici, l'expiration, le diaphragme remonte, ça crée une pression négative à ce moment-là. Et comme le sang se trouve en quantité de pression positive ici, il passe de la cuisse vers la veine cave inférieure. Et à l'inspiration, quand le diaphragme redescend, il entraîne une hyperpression, ce qui fait que le sang passe de la veine cave inférieure vers l'oreillette droite et on aura fini notre retour veineux si vous voulez. Bien évidemment, vous imaginez que pendant tout ce périple, alors s'il n'y a pas des valvules anti-reflux, le sang aura tendance à redescendre. C'est pour ça que le bon Dieu a fait qu'on ait des valvules, regardez, qui sont continentes. Elles laissent passer le sang, en l'occurrence de bas en haut, mais pas de haut en bas. Et c'est ce qu'on appelle en fait le flux sanguin. Le flux sanguin, c'est par rapport au reflux. Quand le sang redescend, on appelle ça le reflux. Vous voyez ici, la pression, c'est très important, la pression veineuse à l'état physiologique. Regardez le confluent principal qui est la veine cave inférieure, on est à plus 22 mm de mercure. Mais regardez au niveau de la cheville, c'est plus 90 mm de mercure, c'est énorme au niveau de la cheville, et ceci à l'état physiologique, sans qu'il y ait une incontinence. On continue. Mais alors, que se passe-t-il ? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises pour essayer, si vous voulez, d'expliquer ces phénomènes de varices. En fait, il y a l'hypothèse génétique, parce qu'en fait, maintenant, on sait que la maladie variqueuse est une maladie héréditaire. Voilà. L'hypothèse hémodynamique, c'est les facteurs qui aggravent, qui augmentent la stase veineuse au niveau de ces... Maintenant, on sait, à l'état physiologique, c'est 90 mm de mercure. Alors, si surajoute à cela une hyperpression veineuse chronique, vous avez, alors les pressions vont monter bien au-delà. L'hypothèse pariétale, c'est, bien évidemment, il y a une altération chimique de la paroi et des valvules qui font que ces valvules deviennent incontinentes et du coup refluentes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est la véritable explication est mal appréhendée et c'est surtout l'intrication de tous ces mécanismes qui pourraient expliquer l'éthiopathogénie de cette insuffisance veineuse. Voilà, dans le cas normal, la circulation normale, le réseau profond, le réseau superficiel, donc le réseau superficiel qui se jette au niveau du réseau profond. Dans le cas d'un reflux, regardez, le réseau profond va alimenter le réseau superficiel et ça va redescendre et ça va entraîner une hyperpression veineuse de manière chronique. J'ai essayé de récapituler, alors pour des facteurs environnementaux, pour des facteurs génétiques, vous le voyez ici, là ça entraîne une altération du flux, alors le corps va se défendre par une inflammation, et ça vous le savez, laquelle inflammation va se solder par une cicatrisation, laquelle cicatrisation va entraîner une altération de la paroi, une altération aussi, une sclérose des valvules, les valvules vont s'écarter l'une de l'autre, et ça va entraîner l'apparition, vous voyez, d'une incontinence, d'un reflux, lequel reflux, quand il s'installe de manière chronique, il entraîne une hyperpression veineuse chronique au niveau de ces chevilles-là. Alors, bien évidemment, ça va entraîner l'apparition de symptômes, ça va entraîner l'apparition de varices, alors, et aussi, ça va entraîner une hypoxie tissulaire lorsque cet œdème est très important, et c'est ce qui, en fait, explique la genèse des troubles trophiques, notamment de l'ulcère de jambe. Alors, maintenant, voyons les questions, j'essaye de répondre aux questions de vos futurs patients. Alors, quels sont les facteurs déterminants et facteurs aggravants qui rentrent dans la physiopathologie? Les facteurs déterminants, c'est très intéressant. Alors, lorsqu'on a un parent indemne, 20% des enfants auront des varices. Mais lorsqu'on a un parent variqueux, c'est pas la même chose pour les garçons et pour les filles, malheureusement. Alors, 25% des garçons auront des varices, mais plus de 60% des filles auront des varices. Lorsqu'on a les deux parents qui sont variqueux, alors 95% des enfants auront des varices. Bien évidemment,
le sexe féminin, c'est pour ça qu'on la retrouve généralement chez les femmes, le sexe féminin multiplie par 2 le risque d'avoir des varices. Alors, l'âge, plus on monte dans l'âge, plus le pourcentage de varices augmente. La station debout multiplie par presque 2 fois le risque de développer une insuffisance veineuse chronique. Maintenant, ça c'était les facteurs déterminants. Maintenant, voyons quels sont les facteurs qui aggravent une insuffisance veineuse existante. C'est les sources de chaleur, parce que là, on sait que le réseau veineux superficiel participe à la thermorégulation. Donc, il est thermosensible. Voilà, c'est pour ça qu'il faut la source de chaleur, elle est nuisible, la sédentarité parce qu'elle augmente la stase, la surcharge pondérale, les sports violents parce qu'ils entraînent la destruction de ces valvules et ça entraîne un reflux, et l'alimentation parce qu'elle génère entre autres une obésité, une surcharge pondérale. Quelles en sont les conséquences de cette insuffisance veineuse chronique sur les jambes? Alors, la conséquence de cette insuffisance veineuse chronique, bien évidemment, reste l'hyperpression veineuse secondaire au niveau des jambes. Et on va voir, regardez, cette hyperpression. Maintenant, on sait que lorsqu'il y a une hyperpression, ça veut dire que les pores qui se trouvent au niveau des parois veineuses vont augmenter de diamètre, laissant s'extravaser, sortir l'eau en premier. Lorsque l'eau sort au niveau de l'interstitium, ça définit l'œdème. Et puis, au fur et à mesure que la stase augmente, c'est les protéines qui vont sortir. Lorsque ces protéines qui sont censées se trouver à l'intérieur des vaisseaux vont se retrouver dans l'interstitium, ça va générer une réaction immunoallergique. Et c'est ce qui fait que les patients vous diront que j'ai un prurite, c'est l'eczéma variqueux. Et au fur et à mesure que les éléments figurés, notamment les globules rouges, lorsqu'elles s'extravasent, lorsqu'elles sortent, elles vont éclater, laissant sortir l'hémoglobine. L'hémoglobine va se réduire, elle donne la coloration rougeâtre tout autour au niveau de la jambe, et puis ça devient brunâtre. Et c'est ce qu'on appelle la dermite ocre. Et en fait, plus ça augmente, alors tous ces œdèmes-là vont augmenter, ces œdèmes vont comprimer les petites artérioles qui vascularisent la peau. Lorsqu'ils compriment ces petites artérioles, ils entraînent une ischémie. Et lorsque l'ischémie s'installe, c'est la mort cellulaire, et c'est bien évidemment, c'est ce qui explique l'apparition d'ulcères de jambes. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Alors, comment faire le diagnostic? Est-ce que leur diagnostic est facile ou difficile? Alors, quels sont les motifs qui amènent les patients à consulter pour une insuffisance veineuse? Alors, le maître motif, si vous voulez, c'est la lourdeur de jambes, la pesanteur, la phlébalgie, c'est une douleur sur le trajet d'une veine, ou encore la tension ou sensation de broiement. Leur caractéristique, c'est qu'elles apparaissent et qu'elles sont majorées en position debout et surtout en fin de journée. Et ça, vous le savez fort bien. Alors, elles régressent à la marche ou en décubitus lorsqu'on surélève les jambes. Les troubles trophiques à type d'eczéma, tout ça c'est les troubles trophiques. L'œdème, l'eczéma, l'hypodermite, l'ulcère de jambe, ou encore, notamment chez les femmes qui viennent consulter pour des motifs esthétiques. Il faut savoir que l'interrogatoire est fondamental. Maintenant, on sait que les varices sont d'origine héréditaire. Voilà. Les parents variqueux, rechercher les parents variqueux, rechercher la notion de thrombose veineuse profonde parce qu'on sait que ce patient-là qui a fait une phlébite peut avoir des varices secondaires. Et auquel cas, il ne faut pas toucher, il ne faut pas opérer. Surtout pas opérer. Voilà. Alors, les traitements hormonaux et la profession et le mode de vie qui est exposé. Bien évidemment, il faut savoir que jamais on ne consulte, si vous voulez, l'examen clinique de votre patient doit se faire sur une position debout. Ça veut dire un patient debout pour examiner les veines. Vous allez examiner les téguments, vous allez examiner le système saphénien superficielle, rechercher des cicatrices d'intervention, rechercher un thrombus et surtout aussi palper les poux. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer, regardez, il faut éliminer une artériopathie associée parce que, notamment lorsqu'on est devant un ulcère de jambe, l'étiologie à ce moment-là peut être mixte et donc ça rentre dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, la statique du pied, maintenant on sait que la mobilité de la cheville et du genou sont très importantes pour le retour veineux normal, ce qui va en fait diminuer l'hyperpression veineuse. Alors, quelle est la première exploration à demander, la moins invasive et celle qui apporte le plus d'éléments? C'est bien évidemment l'échodoppler veineux de toutes les veines des membres inférieurs. Il va nous dire est-ce qu'il y a une incontinence, l'état des parois veineuses, l'état des valvules, l'état surtout du réseau profond, parce que voyez-vous, rappelez-vous, le réseau profond, il véhicule 90% du retour veineux, donc c'est très important de s'enquérir de l'état de ce réseau profond. Alors, la question qui se pose aussi, est-ce que tous les patients sont pareils? C'est pour ça que plusieurs classifications ont été établies, notamment celle de Porter, mais elle est abjecte, parce qu'en fait, elle a été, en 1988, elle est subjective. Maintenant, on utilise la classification de CEAP. Alors, C par rapport à les éléments cliniques, E par rapport aux éléments étiologiques, A par rapport aux éléments anatomiques, quelle est l'atteinte anatomique, alors P par rapport à la physiologie. Voici les classes cliniques. Classe 0, c'est aucun signe visible de maladie veineuse. Classe 1, c'est les télangiectasies, on va le voir. Classe
Classe 2, on est dans les veines variqueuses, ça fait nième. Lorsqu'on est classe 3, ça veut dire que ça commence les troubles trophiques, les œdèmes. Alors, lorsqu'on a un ulcère cicatrisé, c'est classe 5. Lorsqu'on a un ulcère ouvert, c'est classe 6 et c'est la plus grave. L'étiologie, elle peut être congénitale, primaire ou secondaire. Anatomique, est-ce que c'est l'atteinte du superficiel, du profond, des deux en même temps? Alors, la physiopathologie, est-ce que c'est une obstruction, c'est un reflux ou est-ce les deux en même temps? En fait, ça va conditionner la prise en charge thérapeutique de vos patients. Alors, la question la plus importante aussi, alors, docteur, est-ce des varices? Alors, pour vous, maintenant, il faut que vous sachiez répondre à ce genre de patient. Alors, est-ce que c'est des varices? Ben, on va les voir. Ça, est-ce que c'est des varices? Ça, est-ce que c'est des varices? On va essayer d'y répondre. Voilà. Alors, les télangiectasies, c'est une dilatation, regardez, c'est des dilatations intradermiques du plexus veineux post-capillaire. Alors ça, il ne faut pas vous embourber avec ça. Alors, le plus important, c'est une dilatation intradermique, regardez, qui est consécutive à une hyperpression veineuse. Ça veut dire, elle est le signe d'une hyperpression veineuse qui s'installe, ou du moins, ça peut être aussi le signe d'une fragilité capillaire, notamment les femmes qui ont la peau blanche. Alors, les varices réticulaires, c'est une veine dilatée hypodermique, vous le voyez, alors en maille de filet, c'est typique. Alors, les varices tronculaires, ça, vous le savez, c'est flagrant. Voilà. Alors, selon le terrain, alors, il faut savoir que les grossesses aussi, c'est un facteur très important. Alors, les varices doublent pendant la première grossesse. Mais même chez les femmes qui n'ont pas de varices, après la troisième grossesse, 60% des femmes vont développer une insuffisance veineuse chronique. Alors, le problème ici, c'est que ces femmes-là ont un panicule adipeux développé et du coup, ça retarde le diagnostic. Elles ne sont pas visibles. Ça retarde le diagnostic et ça, bon, c'est la porte ouverte aux complications, bien évidemment. Alors, est-ce grave? Il faut savoir répondre à cette question, notamment. Alors, c'est une maladie. Il faut savoir par ailleurs, la maladie variceuse n'est pas une maladie ponctuelle. Ça veut dire qu'on ne traite pas et on laisse partir le patient dans la nature. C'est une maladie qui est chronique, elle est évolutive, elle évolue pour son propre compte. On va le voir. L'évolution, elle est variable en fonction du temps, en fonction de l'individu, en fonction de la génétique. Personne ne pourra dire ou prédire que ce patient ou cette patiente va évoluer vers tel ou tel stade. Alors, sans prise en charge, par contre, ce qui est sûr, sans prise en charge, ça va inéluctablement aboutir à des complications. Quelles sont maintenant les complications? Il y a deux genres de complications. Les complications aiguës, bien évidemment, et les complications chroniques. Complications aiguës, alors il y a une règle dans le corps. Lorsque les veines sont dilatées, il y a une stase veineuse, le sang va coaguler. Si le sang coagule dans une veine, c'est une thrombose. Là, en l'occurrence, il s'agit de veines superficielles. Ça veut dire que c'est une thrombose veineuse superficielle. C'est vrai qu'elle n'a pas la même signification qu'une thrombose veineuse profonde, mais toujours est-il qu'il faut s'en méfier. Alors, la deuxième complication, c'est la rupture variceuse. En fait, c'est des veines qui viennent dilater, la paroi devient translucide, et au moindre traumatisme, c'est un jet. Alors, c'est une hémorragie cataclysmique, je ne vous dis pas, mais il faut savoir la gérer. Alors, juste demander au patient de surélever les jambes, alors mettre un garrot compressif, le temps qu'il arrive au chirurgien, si vous avez un fil, donc suturer et la veine et le tissu cutané pour pallier à cette hémorragie et puis le confier au chirurgien vasculaire. Voici la thrombose, une image de thrombose veineuse superficielle. Alors c'est le fameux cordon rouge, chaud, douloureux sur un segment veineux. Là en l'occurrence c'est la grande veine saphène. Et voici un patient qu'on a suturé suite à une hémorragie. Donc ça c'est la cicatrice après suture. Les complications chroniques, on les a citées tout à l'heure. Alors, la première complication, c'est l'œdème, à cause de la sortie d'eau. La deuxième, c'est la sortie de protéines, donc réaction immunologique, donc c'est l'eczéma variqueux. La troisième, c'est la sortie, c'est la dermite ocre. Vous la voyez ici, hypodermite, la dermite ocre. Et puis, alors, au final, c'est l'ulcère de jambe. Vous le voyez ici, regardez l'œdème, regardez ici l'eczéma variqueux, regardez ici la thrombose veineuse superficielle, et l'œdème, regardez la dermite ocre, c'est la coloration brunâtre, noirâtre, alors tout autour d'un ulcère. Voici un ulcère de jambe avec la dermite ocre, voici un ulcère de jambe actif ouvert, et voici un patient qui a des varices partout. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision et cliquez sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo sur la conduite à tenir devant les varices des membres inférieurs et comment les prévenir. À bientôt.